Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast La Voix des Retailers. Aujourd'hui dédié à la problématique de l'utilisation des données clients et des outils de machine learning, plus largement d'intelligence artificielle, pour optimiser les expériences d'achat. Nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Tiercelin, Head of Analytics de ManoMano, pure player, entreprise du e-commerce du bricolage. Bonjour Antoine. Bonjour à tous, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. c'est avec plaisir. Un article de Shopify du 5 octobre 2024 met en avant les méthodes de ciblage par mail sur les clients ayant abandonné leur panier et nous indique un taux de conversion de 17,6%. D'autres études, des études comme celle de 2021 du Journal international de la recherche marketing, démontrent qu'une expérience personnalisée peut augmenter la satisfaction de 15% et le NPS de 10 points. J'en arrive donc à ma première question. Est-ce que la compréhension et l'utilisation de la data, les données clients en français, nous utiliserons les deux termes, données clients et data, est-ce que les données clients restent le principal levier pour augmenter les ventes e-commerce pour un retailer? Alors le principal levier, je ne sais pas, par contre c'est sûr que c'est un élément central chez les retailers, pour sûr. Évidemment encore plus pour des entreprises du e-commerce comme la nôtre, ManoMano. On va revenir un petit peu plus dans le détail, mais c'est vrai que la data dans notre entreprise, elle est au cœur des prises de décision. C'est aussi là-dessus je vous donnerai pas mal d'exemples, je pense, au fil de l'interview, qu'on a eu des grosses avancées en termes d'expérience client. C'est aussi une clé pour le pilotage de notre performance, de notre rentabilité. Euh, donc, pour tous ces aspects-là, c'est forcément un des principaux leviers, en tout cas aujourd'hui, d'amélioration de l'expérience client, mais pas que, pour notre entreprise et pour un peu tout le secteur. Justement, avant de mentionner ma première question, de lancer justement notre podcast, dans une première partie, nous allons étudier ensemble la chaîne de valeur de la data. Donc là, on va répondre à plusieurs questions. Quoi collecter? Comment fiabiliser? Et comment utiliser les données des clients? Dans une seconde partie, nous discuterons des cas d'usage IA basés justement sur les données clients vues en première partie. J'en arrive donc à cette première question, Antoine. Quelles sont les sources de données clients disponibles dans un parcours d'achat? Donc déjà en tant que boîte e-commerce, on a la chance d'être assis sur une montagne de données, ce qu'on appelle en first party. Donc les données en first party, c'est vraiment celles qui sont chez nous en tant que boîte du e-commerce ManoMano. On a à peu près 11 ans d'historique et donc pour certaines parties de notre site et certaines de nos données, on a 11 ans d'historique propre et détaillé qui nous permettent de faire énormément de choses avec ces données. Donc dans ces données qu'on appelle first party, on a toute une première partie des données qui va être des données qu'on appelle de tracking, c'est-à-dire qu'on va traquer tout ce que l'utilisateur fait sur notre site internet, si tant est évidemment que les utilisateurs aient accepté leur cookie. Donc leur cookie, c'est vraiment techniquement ce qu'on met dans leur parcours client pour pouvoir traquer toute cette donnée. Et tout ça est soumis évidemment à toutes les règles de RGPD, donc sur lesquelles on reviendra plus tard, je pense, qui nous demandent de collecter leur consentement pour ensuite utiliser ces données. Donc ça nous donne déjà un certain nombre de données sur que font les utilisateurs sur la plateforme, où est-ce qu'ils s'arrêtent dans leur parcours, sur quelle page ils rebondissent, etc. Donc ça nous donne déjà une première partie de la vie du client chez ManoMano. Ensuite, on va avoir énormément de données aussi sur qui sont ces clients, notamment nos clients professionnels sur lesquels on va pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de données qui sont aujourd'hui accessibles au public sur les entreprises en France. Donc, on va savoir le métier de l'entreprise, enfin de la personne qui est en train de naviguer. On va savoir la taille de son entreprise parfois, sa localisation, etc. On va aussi avoir tout un tas de données sur la vie de ce client chez ManoMano, quels ont été ses achats, au-delà de ce qu'il a fait sur le site, vraiment qu'est-ce qu'il a acheté chez nous. Qu'est-ce qu'il a pu avoir comme interaction avec notre service client, qu'est-ce qu'il a pu nous faire comme remontée de son expérience. Donc ça nous donne encore un autre pan de données. Et puis ensuite, il y a toutes les données qu'on n'a pas chez nous, mais qui sont des données qu'on appelle third party, puisqu'on les collecte chez des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc par exemple, nous on travaille beaucoup avec des apporteurs de trafic tels que Google. Donc Google, on va diffuser des pubs sur Google et on va récupérer un certain nombre de données sur comment le trafic qui vient de Google et qui arrive sur ManoMano performe, sur quelle verticale les gens partent le plus de Google et arrivent chez nous, etc., etc. C'est vrai pour Google, mais c'est vrai pour tout un tas d'autres fournisseurs de trafic. Et puis on va avoir aussi un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille. Par exemple, on va avoir des outils de CRM, donc Customer Relationship Management, qui sont des outils qui nous permettent de notifier nos clients. Donc là, on va avoir tout l'historique de tous les mails qu'on va avoir envoyés aux clients. Pareil, est-ce que la personne a ouvert son mail, etc. Donc ça nous fait déjà beaucoup de choses sur lesquelles s'appuyer. Et en plus de ça, on va être capable sur certains sujets stratégiques d'aller acheter de la donnée potentiellement pour mieux comprendre notre marché. Donc on peut aller acheter de la donnée sur des tendances de marché, les familles qui vendent le plus en ce moment dans le bricolage, etc., etc.
Pour revenir sur la question des cookies, euh, aujourd'hui, on ne s'en rend pas forcément compte, on accepte ou on n'accepte pas les cookies. J'entends que ça ne vient pas forcément détruire ou empêcher le parcours d'achat pour le client, que ce soit le client pro ou le client particulier d'ailleurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un taux de réponse aux cookies, d'acceptation des cookies? Alors, c'est pas si facile que ça de parler de taux, parce que le taux va être aussi très différent suivant si on se base que sur nos clients, sur n'importe quel utilisateur. Mais on va quand même être sur des ordres de grandeur de l'ordre de 2 tiers des gens qui acceptent. Donc, on reste sur une majorité des gens qui permettent aux entreprises de retracer leurs utilisations, en tout cas chez nous. Et donc, c'est des taux qui sont largement acceptables pour derrière utiliser ces données d'une manière assez efficace. Sur l'identification des données souhaitées, alors pour certains projets. Je m'explique, on a des projets en interne, j'imagine, d'amélioration de l'expérience client, d'amélioration potentiellement de productivité, de réduction du taux d'abandon du panier par les clients. Donc, tu nous as mentionné un ensemble de KPI, d'indicateurs à suivre. Aujourd'hui, comment ça se passe, l'identification des données? Parce que là, on a plein de données. Maintenant, comment identifier, comment utiliser ces données pour certains projets en interne qu'on travaille avec le métier ou le marketing? Alors, c'est un peu la clé aujourd'hui, parce que comme on l'a dit, on a énormément de données, donc en fait, on est assis sur des possibilités qui sont presque infinies. La plus grande difficulté aujourd'hui, ça va être d'être capable de structurer déjà ces données, d'avoir quelque chose d'utilisable en tant que tel. Et ensuite, ça va être de savoir comment aller choisir les bonnes données. C'est un peu une des plus grosses difficultés, on va dire, d'une équipe comme la mienne. Donc, les gens chez moi, on va souvent leur poser des questions pour lesquelles ils ont besoin d'aller faire des analyses de données. Typiquement, on va nous demander une appréciation chaque semaine sur comment se porte la performance de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, de performance commerciale. Et donc là, on en a énormément de choses qu'on peut analyser. On peut analyser ce chiffre d'affaires par type de produits qui ont été vendus. Est-ce que c'est plutôt en bricolage, en jardinage, sur les produits de la maison? On peut analyser ça par pays, puisqu'on est sur plusieurs pays, par type de clients. Est-ce que c'est des clients qui étaient là depuis longtemps sur la plateforme, des nouveaux clients? On peut prendre énormément de points de comparaison aussi. Est-ce que le chiffre d'affaires il est bon la semaine dernière parce que je me compare à la semaine juste avant? Ou est-ce que je me compare à la semaine de l'année d'avant? Donc c'est vraiment ça la difficulté, c'est d'aller prendre la bonne donnée. Qu'est-ce que je veux vraiment avoir comme donnée pour répondre à la question qu'on m'a posée? Et après, c'est vraiment de prendre un bon point de comparaison en tant que data analyst ou data scientist. C'est souvent une des questions clés qu'on se pose au début d'une réponse, c'est de se dire comment est-ce que je mets un chiffre en lumière et en comparaison d'un autre chiffre pour que ce chiffre-là en soi soit pertinent. Donc je ne sais pas si ça répond totalement à la question de l'identification. Pour moi, la question de l'identification est aussi très liée à la connaissance des données qu'on a. Si une entreprise est très mature sur son domaine de données et c'est exactement chaque partie du domaine de données ce à quoi ça peut répondre, c'est déjà une première étape. Et ensuite, il y a l'étape dont je viens de parler, de se dire maintenant que je sais un peu sur quoi je veux regarder, comment je le mets en lumière et comment je le compare. Au sein de la gouvernance, chez Mano Mano ou chez d'autres acteurs, c'est quelque chose qui vient du métier du marketing ou c'est quelque chose qui vient également du service data, Head of Analytics, où c'est vraiment on est là pour répondre aux questions du marketing. C'est le marketing qui nous dit si il souhaite le coût d'acquisition sur tel ou tel indicateur. Par exemple aussi s'il souhaite le chiffre d'affaires par mètre carré, bon, pour ceux qui ont des magasins, ce qui n'est pas le cas de Mano Mano, ou le chiffre d'affaires en comparaison à la semaine passée ou l'année dernière. Tout ça, ce sont des demandes faites par le métier de marketing, où la gouvernance vient également de ce département data. Alors c'est une très bonne question. De nos jours, il y a des métiers qui sont vraiment spécialisés en gouvernance de la data. Nous, on a vraiment des gens, pas dans mon équipe analytics, mais dans le département data qui vont vraiment être spécialisés sur la gouvernance de la data, l'organisation de la data, l'architecture qu'on met derrière, etc. Donc par exemple, si on reprend ton exemple du marketing, très souvent la question va venir des équipes plutôt business, donc par exemple du marketing qui va vouloir calculer un KPI. Il va y avoir une espèce de chaîne de questions. Ils vont se tourner vers les acteurs de la data qui sont le plus proches d'eux. En général, c'est les data analystes, donc plutôt mon équipe, qui, elle, a une très bonne connaissance et va être, on va dire, honneur d'une certaine partie de notre base de données. Donc, par exemple, les données clients, ça va être des gens chez moi qui vont être les gens qui vont être référents pour savoir quelle est la meilleure manière et qu'est-ce qu'on a exactement dans la base de données. Et du coup, si on se rend compte que, par exemple, il va nous manquer une donnée parce qu'on ne va pas être capable de calculer ce que les équipes marketing, par exemple, veulent calculer, on va se tourner vers des gens des équipes data gouvernance qui sont aujourd'hui dans une équipe qui s'appelle data engineering, qui vont être responsables à la fois donc, comme je disais, de construire des référentiels de données, d'organiser ces données, mais qui vont vraiment être aussi en charge d'aller collecter cette donnée, d'aller la retravailler pour la mettre à disposition des équipes comme la mienne, qui du coup derrière travaillent sur ces données
pour remonter la chaîne et venir répondre aux équipes marketing sur leurs questions initiales. Si maintenant on regarde un peu l'aspect réglementation, tu as évoqué le sujet tout à l'heure, l'aspect RGPD, mais pas seulement, hein, autre réglementation qui concerne ce référentiel de données. Comment évolue le référentiel de données? Parce que les réglementations sont relativement récentes, même nous en aurons encore dans les prochains mois ou les prochaines années. Comment évolue ce référentiel de données avec la réglementation? Est-ce que déjà c'est un sujet de cette équipe data ou c'est traité ailleurs, dans une équipe conformité peut-être? C'est un sujet qui est co-traité par les équipes data et les équipes légales chez nous. Euh, je dirais qu'on a quand même la chance d'être une boîte relativement jeune, donc on a peut-être eu un challenge d'adaptation un peu moins grand que des entreprises qui ont des dizaines et des dizaines d'années, qui ont dû d'un coup se conformer à ces réglementations. Nous, c'est des sujets sur lesquels on fait évoluer notre base, évidemment, au fur et à mesure que la loi évolue, sur lesquels on a des gens qui sont dans les effectifs euh, très au fait et qui suivent l'actualité de ces conformités, de ces réglementations vraiment au quotidien. Et du coup, ensuite, c'est un travail à moitié entre le légal et la data, comme je le disais, parce que le légal va un peu nous donner ses consignes de ce qu'on doit traiter ou pas traiter, qu'est-ce qu'on doit mettre en conformité, sur lesquels on n'est pas en conformité. Derrière, il y a forcément une action technique qui part plutôt des équipes data pour justement se conformer aux nouvelles réglementations. Euh, mais pour l'instant, c'est des sujets qui sont traités de manière assez efficace. Et on parle souvent de contraintes réglementaires, mais c'est pas. Voilà, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une contrainte majeure dans le rôle aujourd'hui dans un département data. C'est quelque chose qui va un peu de soi désormais. C'est pas du tout vécu comme tel. Non. Pas vécu comme une contrainte. Donc Antoine, nous avons parlé de la réglementation, nous avons parlé avec des exemples de données, des indicateurs à suivre pour le business sur le e-commerce. J'imagine que ces données ne sont pas toutes fiables quand vous les recevez, soit quand vous les achetez ou quand vous les collectez. Est-ce qu'il y a des méthodes, il y a des personnes qui sont dédiées à cette fiabilisation des données? Quel est l'état des données quand on les collecte dans le parcours d'achat? Alors c'est encore une très bonne question. Je dirais que ça dépend beaucoup du type de données et du pan de business, on va dire, qu'on est en train de traiter. Un exemple qui peut être assez parlant, c'est tout ce qui concerne les données catalogues. On est une marketplace, donc on reçoit des données de tous les sellers qui viennent se brancher sur ManoMano pour vendre. Et donc on est du coup tributaire de la qualité des données qui sont mises en ligne par nos sellers. Du coup, nous, on a des équipes qui sont là aussi pour s'assurer de l'homogénéité de ce qui se passe sur la plateforme et pour proposer des corrections et pour proposer une expérience client in fine qui va être la meilleure possible, et donc avec par exemple des attributs produit par produit qui vont être bons. Historiquement, la correction de ces attributs, elle se faisait à moitié manuellement et à moitié par des algos basés sur l'intelligence artificielle, qui permettait de venir corriger. Par exemple, un seller va mettre une table en ligne sur notre plateforme. On va venir faire un certain nombre de checks à la fois automatiques, à la fois manuels, pour vérifier que la table, par rapport aux attributs qui lui ont été mis, sa dimension, sa couleur, etc., ça semble correspondre au produit qui est réellement vendu. On va faire tourner un certain nombre d'algorithmes qui vont vérifier, par exemple, est-ce que la photo qui a été uploadée, la couleur sur la photo semble coller à la couleur de l'attribut qui a été mis? Est-ce que les principales dimensions de la table semblent coller avec le standard de ce genre de table qui est vendu sur le marché? Tout ça, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la première phase à moitié manuelle, à moitié algorithmique. Et puis là, depuis 2024, on reviendra un peu dessus, mais avec l'essor de la generative AI, et je pense qu'on reviendra un peu sur les définitions, etc. tout à l'heure, on s'est rendu compte on pouvait faire beaucoup mieux en termes de catégorisation et de correction que ce qu'on faisait avant. Et donc on voit qu'on a eu un vrai gap en faisant tourner ces nouveaux algos, si je simplifie, sur de la correction d'attributs pour vraiment passer un cap et avoir une qualité de catalogue et une qualité de complétion du catalogue qui est bien meilleure par rapport à ce qu'on faisait avant. Tu as utilisé le terme de reseller 2 fois, je crois. Évidemment, c'est en lien avec la marketplace. Est-ce que juste avant de passer à la suite, est-ce que tu pourrais définir déjà ce que c'est un reseller pour nos auditrices et nos auditeurs, et aussi revenir rapidement sur la définition d'une marketplace? Bien sûr. Donc du coup, donc nous, ManoMano, on est vraiment une pure place de marché. Donc on va agréger d'un côté des resellers, qu'on appelle des sellers en interne, qui vont venir vendre des choses sur notre plateforme. Ces sellers, ça va être des vendeurs professionnels qui vont venir mettre leur catalogue et leur stock en vente sur notre plateforme et qui vont pouvoir vendre ces objets au travers de notre plateforme à des clients finaux. Ces clients finaux, ça peut être soit des particuliers, soit des professionnels. On a 2 plateformes,
une pour adresser chacun des marchés. Et du coup, nous, on est au milieu, un apporteur d'affaires quelque part pour ces sellers. Et donc, en tant que marketplace, on va toucher une commission au passage dans la vente d'un objet du reseller vers le client final. Voilà, et donc aujourd'hui, on a à peu près on a plusieurs milliers de resellers, grosso modo, sur les 5 pays sur lesquels ManoMano travaille. Donc France, Espagne, Italie, Allemagne et Royaume-Uni. Et donc c'est eux qui maintiennent leur catalogue et c'est eux qui sont vraiment la source de tous les achats qu'il y a chez nous. 100% des achats sont des achats de la marketplace. Oui. Aujourd'hui, comment on suit la donnée, non pas la donnée qui va être intégrée dans la marketplace, j'imagine selon des critères propres de ManoMano, sur les produits, aussi sur les resellers slash marchands, parce qu'on pourrait, en français on appelle ça aussi des marchands, qui vont vendre sur cette marketplace. Comment on suit la donnée, mais la donnée post-parcours d'achat? Parce que là on parle de la donnée de quel type de table, quelles sont les dimensions de la table, plus ou moins quels ont été le nombre de tables vendues et à quelle date, j'imagine. Maintenant, comment on suit la donnée en service après-vente, des données qui sont plutôt du côté du marchand et du reseller, parce que j'imagine que ManoMano ne fait pas forcément de service après-vente sur tous les produits. Alors si on a un service client qui peut traiter qui peut traiter les problèmes émanant de n'importe quel achat, quel que soit le seller. Aujourd'hui, le suivi après-vente de ce qui se passe pour un client a posteriori de l'achat, il est quand même, il passe en très grande partie par notre plateforme parce que le client se connecte à notre plateforme pour savoir où en est son objet, se connecte à notre plateforme s'il veut émettre une réclamation. Il va avoir un certain nombre de points de contact avec notre propre service client qui va pouvoir lui répondre sur un certain nombre de typologies de cas. Donc non, le suivi après-vente est tout autant important que le suivi avant-vente. Aujourd'hui, en tant que plateforme encore plus spécialisée sur un marché avec un volume de clients professionnels assez important, on demande à nos marchands d'avoir une qualité de livraison, de suivi après-vente assez fort. Et donc on a bien tous les outils et toutes les datas pour suivre ça. On va se baser sur tout ce que nous remontent les transporteurs avec lesquels les marchands traitent, qui vont nous donner plein d'informations sur la livraison, est-ce que la livraison a été on time, est-ce que la livraison était dans la fenêtre que le seller ou le marchand avait paramétré. On va avoir tout un tas de données sur les interactions entre le seller et le client. Le client a la possibilité de parler avec le marchand. On va savoir quand le seller et le client parlent ensemble. Et donc on va pouvoir potentiellement intervenir si on se rend compte que la discussion semble être longue et que peut-être que le service client ManoMano peut aider à la résolution de l'incident. Donc sur la partie après-vente, on a aujourd'hui pas mal quand même d'outils et de données sur lesquels se baser pour essayer d'améliorer l'expérience de tout client qui passe sur la plateforme ManoMano, quel que soit le marchand avec lequel il travaille. C'est un travail de se connecter à tous les marchands possibles. Est-ce que c'est un travail qu'on demande aux marchands de réaliser? Est-ce que c'est un critère pour les marchands d'acceptation sur la plateforme? Est-ce que ManoMano accepte certains marchands plutôt que d'autres s'il n'y a pas d'acceptation ou de respect plutôt de ce référentiel de données? Je suis un marchand, je ne suis pas en capacité par des outils internes de fournir de la donnée sur de la livraison aux clients de ManoMano, donc je n'ai pas le droit de vendre sur la plateforme. Est-ce que ça existe? Alors il y a une charte qualité qui est signée entre les marchands et ManoMano qui vont stipuler un certain nombre de critères de qualité relativement standard pour une marketplace pour permettre aux marchands de venir vendre sur la plateforme. Après, tout en vendant sur la plateforme, il y a aussi des règles de priorisation et de comment les produits vont être affichés aux clients suivant un certain nombre de critères, le prix du produit et du coup la qualité du marchand qui va se baser elle-même sur un certain nombre de critères qu'on partage évidemment avec tous nos marchands et la qualité de ce qu'on peut récupérer comme information sur la livraison. Ça va être un des nombreux critères qui rentrent dedans. Alors je pourrais pas vous partager exactement les chiffres parce que je les ai pas en tête, mais historiquement il y a 5 ou 6 ans sur le marché, le pourcentage de temps où sur une commande on a vraiment un lien qui permet d'aller suivre son transporteur un peu pas à pas était, on va dire, plutôt faible. Aujourd'hui on a des standards de marché qui ont beaucoup évolué et en fait on se rend compte que dans un très grand nombre de cas on arrive à avoir ce niveau de détail et d'information. Donc ça, les standards du marché évoluent aussi. Enfin, la qualité sur notre plateforme évolue avec les standards du marché. Donc ça aide les marchands aussi à être capables de répondre aux chartes qualité qu'on leur demande. Le client professionnel ou même particulier peut aller sur son espace client Mano Mano et suivre
la livraison, la date de la livraison, le retard de livraison et l'ensemble de l'historique d'achat. Enfin, toutes ces données dont on parlait tout à l'heure, il le voit également sur son espace client. En tout cas, toutes celles que nous on récupère, qui sont dans la majorité des cas exhaustives, oui, on les met à disposition du client pour qu'il puisse suivre. Le client, il l'achète sur Mano Mano, il l'achète au prix d'un marchand et la plupart ont conscience qu'ils sont sur une place de marché, pardon. Mais par contre, il s'attend à venir sur Mano Mano pour voir le suivi de sa commande parce que c'est auprès de nous au final qu'il a passé commande. Donc on se doit de lui mettre à disposition un suivi de son achat qui soit digne de ce nom. On voit dans certains articles ou même dans certaines acquisitions, je parlerai de JD Sport qui a racheté Courir, alors pas du tout le même secteur d'activité, hein, où là on parle plutôt de sportswear alors que de vêtements, on va dire, de sport, style sportif. Là, nous, on est dans le bricolage chez Mano Mano. Néanmoins, JD Sport a racheté Courir en étant motivé, officiellement, par des questions data. Il y a 2% des clients de JD Sport qui vont chez Courir, et il y a 32% des clients de Courir qui vont chez JD Sport. Évidemment, ce n'est pas la seule motivation, mais ils ont regardé, ils ont étudié, ils ont fait de la géodata et regardé où étaient les différentes boutiques. Ils ont aussi étudié les habitudes d'achat des clients et ils se sont dit que Courir était un rachat intéressant, j'imagine, pour plein de facteurs, dont le facteur données. En regardant les données, ils se sont dit, en fait, il y a une porosité entre nos clientèles. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, dans le passé plutôt de Mano Mano, on ne va pas forcément parler de ce qui se passe aujourd'hui, mais dans le passé de Mano Mano, est-ce qu'on s'est retrouvé dans une gouvernance où certaines données ont provoqué des décisions stratégiques importantes dans l'histoire de Mano Mano? Alors, très souvent, peut-être pas des décisions aussi drastiques que l'achat d'un partenaire ou d'une entreprise, d'un concurrent du secteur. Je pense que c'est une des valeurs fondamentales d'une boîte comme Mano Mano, qui est une boîte data and tech aujourd'hui, d'avoir, on va dire, des prises de décision, on appelle des prises de décision data-driven au sein de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'elles doivent être basées sur des faits et des données. Donc nous, il y a plein d'exemples. Je dirais plutôt que c'est des exemples de décisions non basées sur la donnée qui seraient plus durs à trouver. Je pense que un typologie d'exemple qui est assez intéressant, c'est tout ce qu'on fait sur des méthodes d'A/B testing. Donc là, un A/B test, ça va être un test qui va nous permettre de pouvoir comparer, par exemple, deux versions du site. Aujourd'hui, c'est assez rare qu'on sorte quelque chose d'un peu structurant sur le site sans qu'on l'ait, ce qu'on dit A/B testé. Donc on va en fait créer deux pools de clients, un pool qui va avoir la version A, un pool qui va avoir la version B. On va se baser sur des méthodologies statistiques pour avoir des volumes suffisants qui vont permettre de dire que statistiquement, les deux échantillons sont vraiment parfaitement conformes. On va définir en amont un certain nombre d'indicateurs qu'on veut regarder. Est-ce que la feature, par exemple, elle doit permettre de plus passer à l'étape suivante? Donc l'indicateur qu'on va regarder, c'est le taux de clic sur le passage à l'étape suivante. On va définir les seuils à partir duquel on considère que la nouvelle feature qui est vue sur le site B par les clients sera suffisamment meilleure que celle sur le site A pour qu'on décide de déployer. Et on va faire tourner le test jusqu'à ce qu'on voit si B est effectivement supérieur à A ou non. Et on va vraiment baser la décision d'amélioration du site quasiment uniquement sur le résultat de ce test. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui tourne en permanence sur Mano Mano, et c'est vraiment la base de la prise de décision, en tout cas d'un point de vue innovation du produit et du site internet. Et il y a tout un tas d'autres typologies de cas où on n'est pas capable de faire un A/B test, comme on dit. Par exemple, si on veut lancer un nouveau programme de fidélité en marketing avec des nouveaux montants de générosité pour les clients, c'est pas quelque chose qu'on va être capable d'A/B tester de la manière dont je viens de le présenter. Donc là, on va plutôt essayer de resimuler ce qui aurait pu se passer lors d'un A/B test. On parle souvent en data et en stats de toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'on va essayer de se rapprocher le plus possible du cas où on aurait pu avoir par exemple ce nouveau programme de fidélité. On aurait pu regarder effectivement ce que ça nous aurait apporté. Et donc après, là, on a plein de méthodes de data analyst et de data scientist pour essayer de répondre à cette question. C'est ça qui fait que le métier est assez intéressant. On va pouvoir faire des choses assez simples et assez basiques, ou alors des choses très très compliquées, suivant la deadline qu'on va nous donner, l'importance du projet, le temps qu'on veut y passer. Et donc, au final, la décision va être forcément beaucoup drivée par ces données et par ces analyses de données. Et donc, c'est des exemples de moments où c'est pas forcément sur toutes les décisions d'entreprise, mais la plupart des décisions sont quand même très data-driven, en tout cas chez nous. Est-ce que les employés, les collaborateurs chez Mano Mano ont des formations sur la protection de la donnée, mais aussi sur l'utilisation de la donnée, donc que ce soit côté métier, côté conformité, réglementaire? Est-ce qu'il y a des formations en interne?
Oui, alors évidemment sur la protection de la donnée, tout l'aspect réglementaire, c'est des choses sur lesquelles on est extrêmement suivi et formé avec tout ce qu'on disait sur la RGPD tout à l'heure, évidemment, chaque employé, sur la protection des données, le fait de ne pas, voilà, d'avoir des réflexes en termes d'attaque informatique, etc. Donc ça va être des choses comme dans beaucoup de boîtes, mais on va évidemment être très formé dessus. Je pense que ce qui est intéressant aussi de dire, c'est qu'on a une... Vu que je disais que dans la culture d'entreprise, on promeut ce côté data-driven, en fait, on essaie quand même de faire en sorte que les employés soient un minimum un petit peu éduqués à ce que veut dire le monde de la data, ce sur quoi on peut se baser pour prendre une décision ou non. Alors, on va pas faire de chaque employé un statisticien, mais par contre, on va vraiment insister sur un certain nombre de formations. Les équipes data vont elles-mêmes promouvoir et pousser des formations en interne pour essayer de sensibiliser le plus grand nombre d'employés sur toutes les problématiques qu'on peut avoir en termes de data. L'idée étant que chacun, à son niveau, au moment où une décision doit être prise, s'il a une donnée sur laquelle s'appuyer, il soit aussi capable de l'interpréter et d'en faire quelque chose. On parle souvent de corrélation par rapport à causalité. Donc ça, c'est des choses. Est-ce que ce que je regarde, c'est vraiment dû au hasard ou est-ce que c'est vraiment les résultantes de mon action qui font que le chiffre, par exemple, elle est à la hausse? Pour donner un exemple qu'on donne souvent en statistique, si je regarde sur un jour donné le nombre de personnes qui ont eu un coup de soleil sur ce jour-là et le nombre de personnes qui ont acheté une glace, les deux vont être assez corrélés. C'est-à-dire que le jour où je vais avoir beaucoup de coups de soleil, je vais aussi avoir beaucoup de glace. Et pourtant, je n'ai pas de causalité entre les deux effets. C'est-à-dire que c'est pas parce que je mange une glace, c'est pas ça qui provoque mon coup de soleil. Donc c'est ce genre de consignes qu'on essaie de diffuser en disant voilà, attention, c'est pas parce que le chiffre, je sais pas, sur ton projet, ton chiffre part à la hausse en même temps que quelque chose. Il faut que tu aies à l'esprit que c'est pas forcément ce quelque chose qui a causé et qui est vraiment un effet de cause à effet sur ton projet. Donc ça veut peut-être pas dire qu'il faut absolument déployer ce projet-là. Donc voilà, c'est genre un peu on va dire de vernis qu'on essaie de diffuser un petit peu partout dans l'entreprise. Par exemple, des projets sur le référencement, naturel ou non, du site internet, des projets après d'ergonomie sur le site internet. Est-ce que tu as des exemples, mais cette fois-ci, même si bon, ton exemple sur la glace et le coup de soleil il est extrêmement intéressant parce qu'il est simple à comprendre, est-ce qu'on a des exemples aussi de ce que tu as pu rencontrer dans ta vie chez Mano Mano, de corrélations qu'on aurait pu voir côté métier, côté marketing, et finalement que tu as dû malheureusement casser pour éviter une incompréhension. Je pense que la base de quasiment toutes les analyses, c'est aussi de se resituer dans le contexte dans lequel on est d'un point de vue saisonnier, puisqu'on est sur un marché qui est quand même relativement saisonnier sur plein de verticales. Donc par exemple, si on va sortir un certain nombre d'améliorations sur le site, si on les sort par exemple au printemps et qu'on regarde, je sais pas, le taux de conversion qu'on a sur la gamme de jardin au printemps, il va forcément être meilleur que ce qu'il était 2 mois plus tôt. S'il se trouve qu'on a sorti un certain nombre de nouveautés sur le site dans ces 2 mois-là, on serait assez tenté de se dire ah bah tiens, cette feature sur le site qui permet d'améliorer la recherche, bah, je vois que 2 mois plus tard ma recherche sur les sécateurs elle a gagné tant de points. Ça me semble être vraiment une très bonne amélioration pour que les gens trouvent leur sécateur. Alors qu'en fait on se doit toujours de corriger un petit peu sur ce qui se passe. C'est pareil si on fait une grosse opération commerciale avec beaucoup de un montant de réduction et de promotion qui vont être forts pour les clients. À ce moment-là, on va forcément avoir un boost un peu de la conversion et de toutes les étapes sur le parcours pour le client. S'il se trouve qu'on met en même temps un certain nombre de choses, euh, de nouveautés sur le site, on va avoir envie de relier les deux, alors qu'en fait, il faut toujours corriger un petit peu de l'effet naturel. Et donc, c'est pour ça que le toute chose égale par ailleurs est assez important, parce qu'on essaie toujours de se placer. Qu'est-ce qui se serait passé? Toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire tous les effets un peu de bord annulés. Donc il y a ce rôle de garde-fou des équipes data, qui est quand même très important. C'est vraiment la base, je dirais que c'est la base et l'objectif de notre équipe d'être une caution objective de l'évaluation de la performance de quelques projets qui soient. On a vu dans cette première partie donc, le référentiel de données, son évolution, soit au niveau réglementaire. J'imagine qu'il y a aussi des évolutions au niveau outils. On a vu qu'il y avait des questions aussi de lien avec les outils des resellers slash marchands pour collecter cette donnée de livraison, enfin cette donnée post-achat. Tu parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle. On sait, ou je ne sais pas si les auditeurs et les auditrices le savent, mais qu'il est nécessaire d'avoir un ensemble de bases de données propres, fiables, pour pouvoir justement utiliser toutes ces données dans des outils d'intelligence artificielle. On n'a pas forcément défini tout à l'heure ce qu'était l'intelligence artificielle. J'aimerais bien aussi que tu donnes une définition. Et après qu'on réponde ensemble à cette question, de se dire quelle manière l'intelligence artificielle peut améliorer l'expérience des clients. Et si possible, qu'on donne un exemple. Donc, est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, définir l'IA, l'intelligence artificielle?
Ouais, tout à fait. Donc, par intelligence artificielle, ici, on va faire un petit peu le résumé que dès qu'on se base sur un algorithme qui a notamment été lui-même entraîné pour être de plus en plus efficace sur la tâche qu'on lui demande, on va commencer à parler d'intelligence artificielle. Donc, artificielle historique, on entraînait des algorithmes sur un certain nombre de données qu'on lui donnait en entrée pour lui dire, voilà, si tu te rends compte que cette donnée-là est comme ça, bah, tu vas catégoriser ça en A, si c'est comme ça, c'est en B. On lui donne un certain nombre de données et ça va lui permettre, quand tu lui redonnes une nouvelle donnée, d'avoir une très grande efficacité sur la catégorisation qu'il va faire de cette donnée. Depuis début 2024, on est passé dans l'ère de la generative AI. Donc là, ce qui a principalement changé, et sans rentrer trop dans le détail, c'est la capacité des algorithmes d'aller apprendre aussi sur des données écrites en langage naturel, moins structurées et sur des quantités de données qui sont monumentales, et d'être capable aussi de restituer des données dans un langage naturel assez proche de ce qu'un humain écrirait ou produirait. Euh, Ensuite, en termes d'exemples concrets, quasiment tous les départements et toutes les parties de l'expérience client vont être impactés par ça si vraiment on se base sur la partie de Generative AI dont on vient de parler. Je pense que ça peut être intéressant de parler d'un exemple plutôt après-vente, comme on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on est capable avec ces algorithmes d'aller lire des conversations et des verbatims de remontée de clients d'une manière bien plus efficace que ce qu'on faisait avant. Et ça va nous permettre, nous, en tant qu'entreprise qui voulons proposer une expérience client de haut vol, d'être meilleur et d'être plus proactif. Donc on va par exemple être capable de faire des escalades dans le niveau d'urgence et le niveau de complexité qu'un client peut rencontrer en termes de problèmes beaucoup plus rapidement. Parce que dès son premier message, et sans qu'un humain ait forcément besoin de lire le message, on va être capable de catégoriser son problème avec un niveau et une précision qui va être très bonne. Donc si on est sur des problématiques, on va pouvoir faire une gradation de problématiques. Et pour les clients dont la problématique est la plus grande et la plus urgente, on va être capable de mieux les prioriser et de tout de suite lui apporter une réponse qui va être meilleure pour lui. Et donc ça, c'est une vraie avancée qu'on était moins capable de faire avant cette avancée technologique qui nous permet désormais d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement avec les algos, euh, voilà, détecter tout ça. Donc, ce qui veut dire que on va permettre d'automatiser les différentes requêtes des clients auprès du service après-vente. Donc, ça peut, j'imagine, un centre d'appel. On va regarder ce qu'on peut automatiquement traiter, potentiellement sans avoir besoin d'une intervention humaine. Ça fait évidemment écho à ce qu'a pu faire Ikea avec Billy, un chatbot automatisation du service après-vente. Ils l'ont sorti en 2021 de mémoire. Et ça permettait de réduire de 47% les requêtes au centre d'appel. Donc là, on est sur un cas d'usage. Avant d'aller plus loin sur les cas d'usage, donc tu as parlé rapidement tout à l'heure de l'intelligence artificielle supervisée. Donc ça veut dire que je vais lui donner des données fiables, que je considère comme fiables, et je vais lui demander de chercher telle corrélation entre une feature et une autre. Enfin, un facteur et un autre facteur. Ça, c'est ce que tu disais, c'est l'intelligence. Tu me dis encore une fois si je me trompe, mais c'est l'intelligence artificielle supervisée. Là, dans le génératif, donc ça veut dire que tu vas utiliser des outils, des méthodes pour produire un nouvel outil ou pour produire un effet sur l'ensemble de ta chaîne de valeur. Là, tu parlais de la chaîne de valeur, on va dire en sortie, après-vente. Nous, on a catégorisé aussi d'autres cas d'usage. On a aussi l'expérience client, on a l'optimisation du flux logistique et on a la productivité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des cas d'usage justement dans ces autres piliers-là? Est-ce que tu peux nous parler de cas d'usage sur l'optimisation de flux logistique, d'expérience client sur le site? Tu le sous-entendais tout à l'heure avec la table, le produit vendu par les resellers, ou sinon de productivité en interne. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé en interne? Alors, je sais que là, il y a beaucoup de questions, donc on va d'abord commencer par celle-ci. C'est est-ce qu'il y a des cas d'usage chez ManoMano ou que tu peux connaître sur le marché qui concernerait autre chose que l'automatisation du service après-vente? Sur la productivité, comme beaucoup d'entreprises maintenant, on va avoir un chatbot en interne basé sur de la generative AI qui va être mise à disposition de tous les employés pour pouvoir au quotidien sur leurs tâches avoir un assistant virtuel de haute qualité pour réaliser ce qu'on leur demande. Aujourd'hui, on a un taux d'adoption qui est très fort sur ce genre de solution. On a un peu moins de la moitié des employés qui vont l'utiliser toutes les semaines, au moins une fois, pour les aider dans leurs tâches du quotidien. On a énormément de métiers
j'ai envie de dire quasiment tous les métiers peuvent s'aider et peuvent trouver quelque chose d'intéressant à faire avec ce genre d'assistant. Donc ça, je pense que on n'est qu'au début et c'est déjà game changing, comme on dit, pour beaucoup de métiers. Après, sur des cas sur le site, je pense que la partie du site qui, quelque part, va être le plus dopée à l'intelligence artificielle, c'est sûrement la partie recherche et recommandation. C'est un des centres d'excellence que Mano a développé au fil des années, hein, d'avoir une capacité à proposer des moteurs de recherche internes sur le site qui soient très performants. Aujourd'hui, on a, je pense, une trentaine d'algorithmes qui sont sur le site et qui permettent de faire des recherches et recommandations. Ça va être la barre de recherche, comme je viens d'en parler. Ça va être toutes les playlists de produits soit similaires, soit complémentaires à ce que l'utilisateur est en train de chercher. On a aussi toute une partie où on propose aux vendeurs qui sont sur la plateforme de booster leur vente en étant sponsorisés sur notre plateforme, qui est encore un autre type de recommandation qu'on va faire aux clients. Là, ça devient très technique comme discussion et même mon équipe, c'est plutôt les équipes data science les plus poussées qui vont travailler sur ce genre de problématiques. Mais aujourd'hui, on est en train de prendre le virage générative AI pour que tous les algorithmes dont je parle soient vraiment à leur maximum d'efficacité et suivent la tendance du marché qui est qu'aussi ça évolue quasiment tous les quarters avec des avancées qui sont annoncées par quasiment tous les fournisseurs d'algo de générative AI. Et donc c'est vraiment la partie du site où il y a peut-être le plus d'émulation en tout cas sur ce genre de sujet. Et un autre exemple que tu mentionnais, c'est l'exemple de la table de tout à l'heure. Donc je disais tout à l'heure qu'on était passé d'un système où on va essayer de catégoriser et de repérer les produits qui sont sur le site, qui vont être avec des attributs qui sont pas corrects, etc. Qu'on avait fait tourner des algorithmes, on va dire supervisés comme tu le disais, avec des taux où on était grosso modo à 75-80% de complétude grâce à ces algorithmes. Donc il restait quand même encore 20% des produits sur lesquels on arrivait à trouver des attributs qui n'étaient pas forcément les bons. Aujourd'hui, le challenge, c'est de faire passer toutes ces corrections automatiques par de la generative AI. Ça permet d'avoir des taux de complétude qui sont bien meilleurs. On est plutôt, on va dire, entre 90 et 100%. Le pendant, c'est que le coût de la generative AI est quand même pas négligeable. On a un catalogue de plusieurs millions de produits et qu'on doit faire tourner ça sur énormément d'attributs. Donc aujourd'hui, un des challenges, c'est aussi de réussir à redétourner ces algorithmes pour les produire en interne et être capable de les produire à très faible coût. C'est un des gros challenges de 2025, c'est de garder un niveau de complétude qui soit aussi bon que si on utilise directement une solution fournie par OpenAI ou Mistral, mais qui nous permettent de le faire à moindre coût, toujours sur des bases de complétude, on va dire proche de 100%, assez rapidement. En tout cas. Une internalisation des grands modèles de langage. Est-ce que c'est un service, à l'instar de ce qu'a pu faire TikTok avec le programme Smart Plus, où en fait TikTok vend justement cet outil avec ces nouveaux algorithmes aux marchands qui voudraient mettre en vente par l'intermédiaire de TikTok. On sait que TikTok, c'est une plateforme quasiment de vente. 61% finissent par acheter un produit qu'ils voient sur TikTok, en tout cas les utilisateurs de TikTok. Est-ce que c'est aussi un service lié à génératif ? Est-ce que c'est un service qui peut être vendu à des marchands ou des resellers ? Est-ce qu'il a été vu comme tel ? Ce que je disais tout à l'heure sur la capacité de proposer à des sellers de booster leur vente sur leur plateforme basée sur nos algorithmes qui vont pousser leurs produits dans le meilleur des contextes et dans les chances de convertir les plus fortes, c'est quelque part de la vente de services qui se base en partie sur de l'IA et de la générative AI. Donc ça répond déjà en partie, c'est pas comme ça qu'on le market et qu'on le vend, mais quelque part le fond du sujet est quand même boosté par ces compétences-là. Après aller plus loin à l'externe et faire de la vente de services uniquement basés là-dessus, c'est pas forcément à l'ordre du jour. Mais du coup, c'est encore d'autres questions qu'il y aurait autour de ça. Comment on fait aussi pour pérenniser tous ces algorithmes ? Je ne sais plus si c'est Cédric Villani qui le disait, mais il disait que l'intelligence artificielle, c'était ni plus ni moins des applications qu'on n'appelait pas applications parce qu'elles ne marchaient pas encore, quelque chose comme ça. Alors je suis désolé si je ne formule pas très bien, je cite pas très bien ce qui a été dit, mais l'idée derrière, c'est la problématique, la complexité de pérenniser des algorithmes, sachant que la donnée, le référentiel de données de data, il vient s'alimenter tous les jours, de plus en plus d'historiques d'achat. Comment on fait pour gérer et pérenniser ces algorithmes avec une base de données qui ne fait que grossir ? C'est une bonne question. Je pense que il y a une vraie nécessité de suivre déjà ce qui se fait de mieux sur le marché pour être capable
on va pas être les seuls dans ce cas-là à avoir ces challenges-là. Et du coup, les fournisseurs de générative AI et algo, ils vont aussi, au fur et à mesure que tout ça se structure, de plus en plus vouloir donner des outils de A à Z aux entreprises qui les utilisent pour pouvoir justement aller outre le fait qu'on va s'asseoir sur une montagne de données de plus en plus grande. Et après, la clé dans tout ça, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est que c'est aussi un secteur qui, comme beaucoup de secteurs techniques, s'appuie sur la nécessité de garder, de rechercher et d'avoir les meilleurs talents dans ses équipes d'un point de vue, d'un point de vue data. Aujourd'hui, on a ManoMano, ça s'est aussi fondé, en tout cas sur la partie data, comme étant un centre d'excellence sur un certain nombre de choses. Je parlais du search tout à l'heure. Il y a d'autres parties du site sur lesquelles on continue à publier régulièrement des articles, des papiers scientifiques pour expliquer un peu ce qu'on fait en termes de recherche sur ces domaines-là. Ça nécessite d'être capable d'avoir une politique de talent qui vont chercher des gens qui sont capables de travailler sur ces problématiques et qui sont parmi les meilleurs de leur formation respective. Donc il y a une vraie politique de talent à mettre en place sur ces sujets-là aussi. En fait, est-ce que c'est ça le principal défi de l'intelligence artificielle? Est-ce que ce ne serait pas une problématique de recrutement plutôt réellement que de dev, d'algorithmes, etc. Est-ce que c'est ça le défi de demain? En tout cas, c'est sûr que ça fait partie des enjeux clés. Plus ça va se spécialiser, plus ça va aller loin et vite, et plus le fait d'avoir quelqu'un dont la compétence est très forte sur ces problématiques va faire une énorme différence dans des entreprises. Donc ça, je pense que toutes les boîtes de la tech en ont assez conscience, et il y a un vrai marché qui est en train de se structurer aussi autour de ces connaissances. Mais il faut pour les entreprises qui veulent rester à la pointe être capable de continuer à s'émuler en interne et vraiment être capable d'être attirante sur le marché pour que les gens qui sortent des meilleures formations, en data science notamment, veulent toujours venir chez des boîtes comme ManoMano. Pour ManoMano, qui en plus est un pure player, donc un e-commerçant, seulement e-commerçant, il n'y a pas de boutique. On recrute les têtes de demain. Est-ce que tu considères qu'une entreprise demain, elle ne peut pas juste externaliser et acheter tous les outils en question? Tu penses que ça va être packagé, que ça va être presque un service qu'on ne pourra plus acheter en tant que retailer et que ça va justement manger toutes les marges? Je répondrai surtout sur le cadre de ManoMano, qui est une boîte de la tech, comme je le disais tout à l'heure, et du coup, ça fait partie aussi des compétences clés de l'entreprise. Donc, pour l'instant, c'est forcément une compétence internalisée chez nous. Après, on est dans un écosystème qui fait que de plus en plus, dans tous les cas, on a besoin d'avoir aussi des partenaires data avec lesquels on travaille, sur lesquels on puisse interagir et du coup qui soient aussi au niveau de maturité de nous, notre entreprise. Donc après, je pense que la question, elle n'est pas, c'est pas forcément la même réponse pour tous les acteurs. Je ne parlerai pas pour des entreprises du retail qui ont des bases historiques beaucoup plus éloignées et du coup une structure d'entreprise aussi beaucoup moins tournée comme notre entreprise qui est avant tout une plateforme technologique, donc qui a forcément des, un certain nombre de fonctions internalisées dans la tech. Donc, Plus une plateforme technologique finalement qu'un professionnel du bricolage. il y a vraiment c'est les deux genres. On est vraiment une plateforme technologique avec des compétences cœur en data et en tech. Et on est à la fois un vrai e-retailer spécialiste dans la verticale bricolage-jardinage. Euh, et donc, on essaie de mettre ces compétences en faveur d'une navigation, même pour les personnes dont les métiers sont les plus techniques possibles, une navigation qui soit la plus fluide, quelle que soit en fait la personne qui vient naviguer sur ManoMano, que ce soit un professionnel d'une spécialité qui soit très niche et qui soit très spéciale du coup, ou un peu on va dire un bricoleur du dimanche qui a beaucoup moins, qui est beaucoup plus grand public, mais pour lequel il faut aussi qu'on arrive à lui proposer une expérience de navigation qui soit très bonne. Si on revient sur l'intelligence artificielle, quelles sont les opportunités de demain, à 5, 10 ans? Est-ce que c'est une opportunité de se différencier? Parce que tu l'as dit, en internalisant, en développant de nouveaux algorithmes pour l'expérience client, ou c'est juste une logique de standardisation? Et que finalement, dans 5 ans, si on ne met pas ces algorithmes-là pour aider les resellers dans la complétude de leur fiche produit, bah, on n'est donc pas pas rentable ou on n'est pas différenciant et donc on n'achète pas sur notre site et donc on n'est pas rentable. Je pense que vu ce qui s'est passé dans ces derniers mois dans le secteur, forcément l'innovation va continuer et il faut absolument prendre la vague de cette innovation. Peut-être qu'en tant que e-retailer, une des choses qui pourrait le plus impacter
Nous, notre business, c'est aussi la façon dont les comportements et les parcours clients peuvent évoluer. Aujourd'hui, depuis peut-être 10 ou 15 ans, il y a vraiment un acteur qui est central dans la recherche sur Internet qui s'appelle Google et dont quasiment tous les clients passent à un moment ou à un autre. On peut se demander si cette façon de rechercher, cette façon d'interagir va être pérenne ou si des outils comme ChatGPT vont réussir à avoir des taux d'adoption qui font que les utilisateurs vont ne passer plus que par ça et vont quelque part changer aussi la façon dont tout l'écosystème de comment est-ce que je fais venir du trafic sur un site marchand évolue. Euh, Aujourd'hui, on a quand même le sentiment que potentiellement, demain, si tu veux chercher une perceuse et que tu as envie d'avoir un comparatif avec quelqu'un avec qui échanger, tu vas peut-être le faire sur ChatGPT. Ce même ChatGPT va du coup forcément soit lui se muer et être beaucoup plus commercial avec des choses qui ressemblent à Google avec des encarts où tu peux acheter des produits directement ou arriver sur des sites marchands directement. Ou alors, il va falloir vraiment être très bien référencé sur ces algorithmes-là pour apparaître le plus possible et il va y avoir il va y avoir une vraie compétence de savoir comment est-ce qu'on, en tant que site marchand, je réussis à influencer les réponses d'algorithmes pour être bien placé pour toutes les personnes dont le parcours client à partir de ces algos. Donc ce serait un chat GPT ou équivalent deviendrait un nouveau canal de distribution. À part entière et on peut sentir qu'il y a déjà des prémices parce que sur certaines, et il n'y a pas vraiment de chiffres qui circulent pour l'instant, mais on peut imaginer que certaines catégories de population vont de plus en plus passer directement, déjà aujourd'hui, par ChatGPT pour rechercher tout et n'importe quoi. Dans quelques années, ce sera peut-être pas qu'une minorité, mais beaucoup plus de gens. Et à ce moment-là, ce sera forcément un acteur clé du référencement, de la publicité, tout comme l'a été Google d'un coup. Nous testerons tout à l'heure en demandant à ChatGPT quel est le meilleur restaurant parisien du 3e arrondissement. Ça pourrait être, on pourrait tester ça. Donc, maintenant, les restaurants, comme les grands distributeurs de bricolage, devront payer des entreprises pour être mis en avant. L'avant-dernière question, qu'est-ce que tu... Et là, on reprend aussi un peu la première partie. Qu'est-ce que tu conseillerais à un Head of Analytics d'une autre entreprise? Qu'est-ce qui doit... quel est le levier à utiliser pour demain pour mieux collecter, mieux traiter, mieux fiabiliser, mieux cibler les algorithmes, les cas d'usage importants aussi en IA? Tout ce qu'on a pu voir justement dans nos deux parties, quel conseil donnerais-tu à un équivalent de ton poste dans d'autres entreprises? Déjà, je pense qu'il faut avoir un bon écosystème d'outils aussi à la disposition. Un data analyst, un head of analytics, sans les bons outils pour travailler, il ne peut pas faire grand-chose. Je pense qu'il faut avoir aussi des outils qui sont au niveau de maturité de l'entreprise. Une entreprise très 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 mature sur le digital va peut-être avoir des outils qui permettent de faire des choses extrêmement évoluées en termes de data, visualisation, d'architecture des données derrière, etc. Une entreprise qui a un background beaucoup plus historique va peut-être pouvoir prendre quelque chose d'un peu plus clé en main et plus simple à utiliser. Donc, je pense que déjà, il y a vraiment réussir à se mettre dans le bon écosystème, bien travailler avec les personnes des autres équipes data qui sont en charge aussi de mettre en place ce genre d'outils. Après, il y a une partie connaissance du business qui est très importante. On parlait tout à l'heure de l'équipe marketing qui viendrait vous voir avec un indicateur qu'elle souhaiterait calculer et pour lequel elle n'aurait pas forcément aujourd'hui les données pour le faire. Nous, une partie de notre métier, c'est aussi d'avoir des gens, en tout cas dans mon équipe, qui vont être un peu spécialisés dans les différentes typologies de business pour lesquelles on va travailler. La personne qui travaille et qui est spécialisée du marketing chez moi, son premier rôle, ça va être aussi d'accompagner la personne du marketing pour la challenger sur ce qu'elle veut regarder, pour d'ores et déjà lui dire non mais ça, c'est pas exactement ce genre d'indicateur que tu dois regarder parce que ça va pas exactement répondre à ta question, mais ça par contre, ça existe, ça n'existe pas, ça on peut le faire. Donc il y a un vrai côté synergie et bien comprendre le marché dans lequel on se situe. Et puis la dernière partie, je pense que c'est la gestion des talents dont on parlait tout à l'heure. Je pense que le fait d'avoir des équipes qui ont déjà des gens de talent auprès desquels on peut apprendre en tant que jeune data analyst qui rejoindrait une équipe, c'est vraiment quelque chose qui va faire une énorme différence derrière dans la capacité de l'équipe et l'efficacité de l'équipe. Donc la gestion des talents pour quelqu'un qui est à la tête d'une équipe analytique, elle est assez importante et c'est une des clés de voûte, une des premières choses à faire, je pense, faire un peu Bien s'entourer. voilà, bien s'entourer, faire un peu faire le tour des forces en présence, des forces et des faiblesses de chacun et vraiment essayer de mettre en place une politique qui permette à chacun de progresser pour ensuite attirer les meilleurs aussi dans son équipe. Donc un bon Head of Analytics, c'est d'abord un bon manager.
Bien sûr, Avant tout. c'est le premier, en tout cas, moi, c'est la première chose qu'on me demande de faire. Donc c'est de bien m'entourer, bien manager. Mais oui, ça c'est évidemment aussi quelqu'un qui techniquement doit être, qui doit être fort dans son domaine et qui doit être capable de faire progresser son équipe. Donc ça passe forcément par une base technique assez forte. Et puis derrière, c'est quelqu'un qui est ancré dans l'entreprise, donc qui n'est pas juste un technicien, mais qui est capable d'avoir des discussions avec des gens de tous les métiers de mano mano, par exemple, assez poussées. Je ne t'ai pas demandé par rapport au traitement de la donnée, la collecte, la fiabilisation et le traitement de la donnée. Euh, on disait tout à l'heure que Mano Mano n'était pas qu'un acteur français, c'est aussi un acteur européen, en tout cas dans 5 pays européens, pas nécessairement que d'Union européenne, parce qu'il y a aussi Mano Mano au Royaume-Uni, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a une politique de collecte, traitement et de fiabilisation des données différente selon ces pays? Alors, je pourrais pas te répondre sur la partie Royaume-Uni parce que le Brexit n'est pas si ancien. Et pour le coup, ça touche des critères assez. Enfin, c'est trop technique pour que j'en ai la connaissance. Aujourd'hui, on a forcément des spécificités par pays. Il va y avoir aussi des spécificités légales. Par exemple, sur le marché des professionnels, la façon dont on va vouloir identifier un professionnel qui veut s'inscrire sur la plateforme va pas être la même, même, même pour 2 pays de l'Union européenne. Et donc ça va mettre en place derrière des collectes, comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on est capable de dire pour un acteur professionnel qui s'inscrit sur la plateforme Mano Mano, en fait, c'est des données publiques de savoir le métier, enfin, en tout cas le métier sur lequel il est enregistré euh, auprès du registre des commerces, etc. C'est quelque chose de très français dans l'exemple que je donnais. C'est pas forcément le cas dans tous les pays, donc on va avoir des spécificités de données qu'on va collecter, par exemple, sur ce domaine-là. Et ça peut être vrai dans les interactions avec les marchands. On peut avoir, par exemple, les chartes qualité dont on parlait tout à l'heure, elles peuvent aussi être différentes de pays à pays. Donc il va y avoir des petites spécificités, même si dans l'ensemble, on reste quand même sur un traitement relativement homogène pour tous les pays. Est-ce que les bases de données, les référentiels de données sont mixés entre ces différents pays? Oui, aujourd'hui, tout est au même endroit techniquement, ce qui est la norme. Après, on peut avoir des pans entiers de notre base de données qui va être spécifiquement pour un pays parce qu'il se trouve que en Italie, il faut absolument collecter le taux de TVA dans un certain nombre de cas et du coup, il va falloir qu'on ait quelque part dans notre base de données enfin, pas des taux de TVA, pardon, des numéros Intracommunautaire. intracommunautaires, pardon. Et du coup, ça va nous créer une partie de la base de données qui va être spécifique d'un pays. Mais par contre, de manière générale, tout est mixé. D'ailleurs, Antoine, l'actualité chez Mano Mano, c'est le lancement il y a quelques mois de l'abonnement Super Pro. Est-ce que, du point de vue des données, est-ce qu'on collecte des données différentes entre l'abonnement Super Pro et le Pro classique chez Mano Mano? Alors l'abonnement en tant que tel, en effet, c'est un abonnement qu'on a lancé il y a quelques mois, uniquement à destination des professionnels pour les aider à économiser sur leurs frais de livraison sur la plateforme, qui est un des pain points qui est souvent remonté pour les places de marché. Je dirais que déjà, de manière générale, on a beaucoup à faire, on a beaucoup fait et beaucoup à faire sur l'expérience différenciée, déjà particulier professionnel sur la plateforme. Si on reprend certains exemples dont on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, la façon dont un professionnel va chercher quelque chose sur la plateforme, elle va forcément être très différente de ce qu'un particulier va faire. Déjà, on peut avoir des gammes de produits beaucoup plus techniques, on va avoir des gens qui s'y connaissent, qui ont forcément un niveau d'expertise beaucoup plus grand, qui vont pas forcément taper les mêmes choses, qui vont peut-être rechercher à la référence. Il y a certains objets qui vont pas être nommés pareil par un professionnel ou un particulier. Donc si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure sur, par exemple, l'utilisation des algorithmes dans le search et la recommandation, c'est forcément des choses sur lesquelles on essaye d'avoir une approche à la fois grand public et extrêmement spécialiste et experte pour nos professionnels. Après, sur la partie Super Pro, aujourd'hui, c'est vraiment une offre marketing qui permet aux utilisateurs de s'affranchir des frais de port et qui, nous le pensons, est assez attractif pour les gens qui commandent régulièrement et ceux qui veulent venir commander plus souvent sur Mano Mano, d'un point de vue structure de données derrière, si ce n'est que c'est des gens sur lesquels on va faire évidemment un suivi particulier, c'est aussi des gens qui vont potentiellement avoir des attentes fortes en termes d'expérience après-vente, etc. Mais ça ne va pas structurellement changer la façon dont on collecte les données sur eux. Si ce n'est que ça va, d'un point de vue marketing, ça va être une population qu'on va évidemment vouloir suivre avec beaucoup d'attention, parce que c'est aujourd'hui nos meilleurs clients. C'est plutôt un point de sortie marketing où tes interlocuteurs marketing et métiers vont te poser des questions différentes entre un persona Super Pro et un persona Pro. Quel type de produit l'un achète plutôt que l'autre? Exactement. Merci beaucoup Antoine. Ce qu'on fait généralement à la fin du podcast, on demande une anecdote à notre interlocuteur.
sur son métier, sur aussi les problématiques dont on parlait. Alors, ça peut concerner des algorithmes d'intelligence artificielle ou justement ce qu'on disait sur la collecte, fiabilisation et traitement des données. Est-ce que tu as une anecdote que tu as pu vivre ces dernières années au sein de ton métier chez Mano Mano dont tu voudrais parler à nos auditeurs et auditrices? Si, quelque chose d'assez parlant, je pense, pour illustrer la quantité de données dont on parlait tout à l'heure, qui est aussi un des premiers challenges qu'on s'est dit au début de l'interview sur quel est le challenge aujourd'hui d'avoir énormément de données. Il n'y a pas longtemps, pour des besoins internes, on s'était amusé à regarder la quantité de données qu'on ingérait tous les jours dans nos bases de données. Et on a essayé de l'exprimer en hauteur de CD-ROM. Donc ça parlera au moins millennials qui écoutent. Et du coup, on était arrivé à la conclusion qu'on ingérait l'équivalent d'à peu près un peu moins d'une tour Eiffel en hauteur de CD tous les jours dans les bases de données Mano Mano. Donc c'est des centaines et des centaines de téraoctets. Et donc je trouve que c'est assez parlant comment, quand même, au final, en quelques années, quelques dizaines d'années, on est arrivé à des quantités astronomiques de choses qu'on collecte et sur lesquelles on peut s'appuyer. Et j'imagine que c'est peut-être que le début, parce qu'une tour Eiffel maintenant, je pense que si on a la même conversation dans 5 ans, ce sera peut-être beaucoup, beaucoup plus. Donc, voilà. Plusieurs tours Eiffel par jour. Ouais. Est-ce qu'après, il y a ça me fait penser à une question, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dédiées justement à la sécurité et à la pérennisation de cette base de données, cet outil qui est utilisé certainement en interne, quelqu'un qui doit gérer cette architecture data, parce que si tu nous dis une tour Eiffel par jour de CD-ROM, bon alors effectivement c'est un effet choquant, un peu provocateur, mais j'imagine que demain ça va être deux tours, 3 tours, 4 tours. Comment on fait pour gérer cette architecture data? Alors ça, c'était si on collectait ça sur des CD-ROM. Donc évidemment, en 20 ans, on est devenu beaucoup, beaucoup plus efficace pour stocker des grosses quantités sur des petits volumes physiques. Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut, comme beaucoup d'acteurs, on n'héberge pas forcément nos données. On passe par des solutions de cloud avec des acteurs énormes sur le marché, tels que Amazon Web Services ou OVH, qui aujourd'hui hébergent pour la plupart des entreprises toutes leurs données. Mais par contre, on a des gens qui sont dédiés pour s'assurer que physiquement et structurellement, toutes ces données-là soient maintenues. Quand il y a un incident, un flux de données qui saute pour qu'on arrive à l'identifier, qu'on arrive à le résorber le plus vite possible, etc. etc. Donc il y a des équipes dont vraiment la clé, c'est de maintenir la plateforme technologique, que ce soit ce que voient les clients, ce sur quoi ils naviguent, ou on va dire le back-office, qui est vraiment toute l'architecture de données qu'il y a derrière. Oui, il y a des gens qui sont chargés de la maintenance de tout ça. Merci beaucoup Antoine. Merci à vous pour l'invitation.